Bonjour. Ah, j'ai oublié la lumière. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, une bonne soirée ou un bon début de soirée, et que vous l'appréciez autant que moi. Parlons un peu plus du livre de ce soir. Bonjour mon petit chat. Le livre de ce soir, L'ombre des oiseaux, a été écrit par Léa Fitzala. Léa Fitzala, qui est-ce? Ma cousine déjà, je suis très très fière d'elle. Et c'est également une... C'est vrai ça, je sais pas. Autrice? Auteur? Je ne sais pas, elle me corrigera sûrement. Elle me dira ce qu'elle préfère. Bref, c'est quelqu'un qui écrit. Et en l'occurrence, là, c'est le premier roman publié aux éditions Nats, qui est actuellement une dystopie pour les jeunes adultes. C'est écrit à l'arrière. C'est le petit logo rouge que vous avez là, là. Hop. La petite explosion ici. Juste en dessous, ça vous est coupé parce que moi il y a la caméra, mais juste en dessous, c'est écrit Dystopie Young Adult. Voilà. Eh ben, là, j'ai pas forcément de quiz à vous proposer. Je n'ai pas forcément de demande particulière. Donc si vous voulez, on pourrait commencer par le synopsis, qui ne doit pas être très très clair chez vous. J'ai un doute, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très très clair. Oh, quoique, ça va. Ça va. Moi, ça m'apparaît de très très loin, donc j'ai l'impression de voir des glyphes. Des glyphes, même pas des glyphes nains. C'est normal, c'est très très loin. Donc, dans une mégalopole saturée par la pollution, deux jeunes filles de milieux opposés se rencontrent lorsqu'un programme écologique qui leur est cher menace d'être formaté. Pour protéger ces oiseaux virtuels qui pourraient sauver la biodiversité, les adolescentes s'infiltrent dans le milieu du terrorisme écologiste et cherchent une autre manière de contrecarrer les plans de Texon, l'entreprise propriétaire de ces animaux. L'ombre des oiseaux est une dystopie environnementale qui aborde une possible symbiose entre numérique et nature, mais aussi le deuil et l'handicap. Le tout sur un ton optimiste où la technologie renferme sa part de poésie. Et je lui dois une dédicace. Oui. J'adore ma cousine. Je ne lui dirai jamais assez à quel point je l'aime. Mais si je dois vous en citer une partie, elle m'a dit: j'espère que tu trouveras dans mon histoire toute la joie et la poésie que j'ai essayé d'y infuser. Elle y parle de filles puissantes, pas comme les autres. Et tout ça me met l'eau à la bouche. Je pense pas avoir besoin de trop vous montrer l'intérieur. Bon, à part que franchement c'est joli. L'impression est très belle. C'est très beau. Alors, c'est plus là que je voudrais vous montrer parce que je suis pas assez proche. Et là, vous verrez le nom de la maison d'édition. Il est... C'est pas qu'il est trouble, c'est qu'ils ont ajouté des petites fioritures non nécessaires qui sont très très jolies. Et bien sûr, la caméra ne fait pas de focus. Mais ouais, il y a des petites fioritures en gris un peu plus clair que je trouve très belles. Très très belles. Et donc après, quand on tourne cette page, on atterrit directement sur le premier chapitre. D'ailleurs, une note intéressante qui, là aussi, ajoute à la beauté du livre. Vous avez un petit oiseau comme ça au coin de chaque livre. Je dirais une colombe. Voilà, voilà. Donc, oulala, je suis dangereuse avec ma statuette. Donc nous allons pouvoir commencer L'ombre des oiseaux de la grande
Léa Fitzala. Je lui prévenais un super avenir. Chapitre 1, l'enterrement. Pas très joyeux. C'est comme un appel d'air, comme ces creux dans l'atmosphère lorsqu'un avion traverse des turbulences. D'abord, il y a eu les cris des manifestants, les interpellations des journalistes et le vrombissement des drones téléguidés pointant leurs dark caméras dans la direction d'Eli et de sa famille. Puis, une fois la marée humaine traversée, une fois entrée dans le cimetière, il y a eu ce silence soudain, cette froide réalisation. Eli marche en tête du cortège, avec sa mère et ses 2 sœurs. Sa petite silhouette est enveloppée dans un costume noir, très strict, que sa mère a ressorti du fond de ses placards, du fin fond de ses placards. Le col raide vient chatouiller ses cheveux gris coupés courts. Des rangées de hautes stèles noires forment un circuit de dominos qui borde leur passage. Dans l'immense nécropole de Sarah Macaz, la procession funéraire de Paul Zaira, le père d'Eli, serpente sans un bruit vers sa destination. L'employé du cimetière les attend au coin d'une allée. Le petit homme sec, à la moustache peignée avec soin, fait signe à la mère d'Eli de le suivre. Le contraste entre son allure saccadée, ployée vers l'avant contre un vent invisible, et le pas ample et lent de Natalia Zaira donne l'impression que le petit homme est traqué par une chasseresse. La mère d'Eli a choisi de ne pas porter de noir ce jour-là. Comme elle l'avait expliqué à ses filles, l'acte de leur père est une preuve de plus qu'il faut garder espoir dans la vie, sous peine de succomber. Elle voudrait dire au monde, et un peu à elle-même, que la vie continue, qu'il reste des enfants à élever, des joies à ressentir et bien d'autres tristesses, souvent moindres, à traverser. Arrivée devant le large socle noir posé au sol, qui marque l'emplacement du tombeau familial, la procession se répartit en demi-cercle. Aux 4 coins de la dalle de pierre, des poutrelles stylisées en métal pointent vers le ciel. Eli a comme consigne de repérer la plus épaisse d'entre elles, celle qui contient le mécanisme pour allumer la tombe. Elle sort de sa poche plusieurs pièces argentées, reliquats d'un monde ancien, et les insère dans la fente qu'elle a trouvée sur le côté d'une des poutrelles. Une projection hésitante crépite des extrémités de la dalle pour se rejoindre au centre. Elle montre les portraits et épitaphes des personnes enterrées là-dessous. À la manière d'une rangée d'interphones, les noms brillent devant Eli, maintenant rétro-éclairés et alignés par ordre chronologique. Elle effleure le dernier, celui de son père. Le portrait de Paul s'agrandit et se place au centre de la projection. L'homme de 43 ans arbore un sourire que ses filles n'ont plus vu depuis longtemps. Exceptionnellement rasé de près, il avait attaché ses cheveux bruns en arrière, sans une mèche de travers, pour la numérisation officielle. Une mélodie un peu sourde commence sous la terre. La cérémonie peut commencer. Il y a beaucoup de discours à la mémoire de Paul. L'ancien activiste écologique, malgré sa reconversion polémique, a gardé de nombreux admirateurs. D'anciens camarades de lutte grisonnants sont venus louer son engagement sans limite. D'autres, plus jeunes, parlent de lui comme d'un pionnier, d'un conquérant d'une terre nouvelle. Imperceptiblement, le ton est monté. Tout le monde autour de la stèle ressent la même injustice, le même écœurement à avoir vu partir cet homme encore très jeune, père de 3 enfants. Sans le vouloir, on fait l'amalgame entre le combat écologiste actuel, sujet hautement controversé, et le décès de celui qui, le premier, avait envisagé la lutte armée pour défendre l'environnement. Paul n'est pas mort au combat, non. Il s'est jeté du haut de la tour où il travaillait depuis maintenant plus de 10 ans. Il avait quitté l'activisme depuis la naissance de sa dernière fille, Ellie, et travaille en collaboration avec l'ennemi, une méga-corporation tentaculaire du nom de Texon. Mais sous le ciel violacé de ce matin brumeux, à la lumière voilée du petit jour,
chacun a soudainement envie de le transformer en martyr. Surtout Ellie. Pour elle, malgré les avis des commentateurs, de ses détracteurs et des médecins, son père a été tué. D'une manière ou d'une autre, par ces chiens de cet Exxon. Rien dans l'acte ne lui ressemble. Mourir au pied de l'entreprise qu'il méprisait, ne pas prévenir sa famille, ne rien laisser à ses proches. Autant de notes qui sonnent faux. C'est sa mère qui calme le jeu. Pour rien au monde, elle ne souhaite voir politiser un événement comme celui-ci. Elle comprend bien cette colère, ce besoin de trouver du sens. Mais pas ce jour-là. Pas devant ses filles. Toutes les trois, elles ont besoin de dire adieu à l'homme. Elle leur laisse le symbole pour plus tard. Ellie s'est sentie galvanisée par les discours militants. Elle a relevé la tête, serré les poings et redressé son buste frêle d'adolescente. Elle en veut à sa mère de briser le tempo aux accents guerriers, de revenir sur terre. Mais lorsque Natalia se met à raconter leur quotidien, à parler de son père dans ce qu'il incarnait de plus banal, de plus commun, l'imagination d'Ellie... Pardon, j'ai raté la page. L'imagination se désagrège et emporte avec elle l'image combative qu'elle avait fabriquée. Le silence s'est abattu sur l'assistance tout entière à la fin du discours de Natalia. Elle-même semble épuisée. Elle a versé dans chacun de ses mots jusqu'à la dernière goutte de sa vitalité. L'employé du cimetière prend cela comme le signe qu'il est temps de poursuivre. Il avait appelé, quelques minutes auparavant, le véhicule autonome chargé de rapatrier le cercueil. Celui-ci se tient au bout de l'allée et démarre silencieusement. La foule s'écarte et le laisse passer pour s'arrêter juste devant la dalle d'un noir d'encre. Elle s'est progressivement désolidarisée du sol, en même temps que les poutrelles métalliques qui l'encadrent. Le caveau mécanique s'ouvre pour accueillir son nouveau résident. Depuis longtemps, les habitants de la mégalopole de Saramacaz ont opté pour ce système de sépulture verticale, faute de quoi leur mort aurait vite manqué de place. Le grincement strident du mécanisme force les enfants à se boucher les oreilles. À travers ses mains plaquées, Ellie entend le son ouaté de la voix de sa mère. Elle a commencé à chanter. La tante d'Ellie, le cousin de Paul, Armand, l'ancien terroriste repenti, et plusieurs autres rejoignent son chant. La gorge nouée, Ellie a lentement abaissé ses mains et se tient, très raide, les bras le long du corps. Elle essaye de trouver, elle aussi, le souffle qui lui manque. Comme pour l'encourager, il apparaît de derrière la haie d'orangers du Mexique qui borde leur lait. Le grand condor se pose au sommet d'une des poutrelles, maintenant excavée à plus de 3 mètres du sol. Sa petite tête fripée regarde vers le bas, en direction d'Ellie. Le plumage noir, surmonté de sa belle collerette blanche, qu'on dirait en hermine, fait penser à la jeune fille qu'il a toujours été vêtue pour cette occasion. La présence de l'oiseau la réconforte. Bien qu'elle soit la seule capable de le voir, le condor maintient tangible l'existence de son père. Comme tous les autres animaux du programme Lupiakès. Le rapace compte un peu, comme son demi-frère. Le reste de la cérémonie s'écoule dans le flou des larmes et de la fatigue. En quittant le cimetière, Ellie laisse derrière elle tout ce qui lui reste d'énergie vitale. Tout son chagrin aussi. Coquille vide, harassée. Elle suit sa mère et ses sœurs dans le taxi du retour, sans même protester. Paul n'aurait pas voulu qu'on utilise ce genre de moyen de transport, mais il ne peut plus s'en plaindre, et plus personne n'a le courage de prendre le long trolleybus qui regagne le centre de Saramacaz. Assise dans le taxi, Ellie ne quitte pas son helm, pourtant inutile dans l'atmosphère purifiée du véhicule. Le masque de filtration de l'air forme une bulle transparente, plaquée sur son visage, et maintenue au niveau de la nuque par un système d'aimantation complexe. Un circuit de tuyaux discret permet l'acheminement de l'oxygène nettoyé, pendant que le mécanisme se sert de la respiration de son utilisateur
pour alimenter les batteries. Chaque habitant de Saramacaz en possède un. Les modèles varient en fonction des moyens de l'acheteur et de ses préférences esthétiques, mais personne ne pense plus à essayer de respirer l'oxygène de la mégalopole sans l'aide du Helm. L'histoire du masque avait commencé lorsque les premiers décès d'enfants avaient été directement corrélés à la pollution extrême de Saramacaz. Ce qui aurait d'habitude été étouffé comme des élucubrations de médecins paranoïaques fut cette fois assez choquant pour mobiliser une grande partie de l'opinion. Bien sûr, les citoyens demandèrent une amélioration de la qualité de l'air, mais les entreprises du pays leur proposèrent bien mieux. Un masque filtrant, payant, qui rendrait chaque personne dépendante de sa naissance à sa mort. Il y eut une avalanche de produits sur le marché. Entre les modèles à cartouches rechargeables, les autonomes hors de prix, les premiums, qui garantissaient un air enrichi, et les ultra-légers pour une discrétion absolue, les habitants furent vite noyés sous les assauts des fabricants d'air. Encore une fois, ce fut Texon qui sut intelligemment sortir son épingle du jeu. La méga-corporation, dont certains disent qu'elle a largement joué son rôle dans la saturation de l'atmosphère en particules toxiques, eut une idée simple, mais diablement efficace. Au lieu de proposer des appareils hors de prix, ses concurrents, elle proposa un masque presque gratuit. En prime, le modèle Helm était doté d'une visière en polymère transparent, qui offrait les mêmes capacités d'affichage qu'un ordinateur de moyenne résolution. Le Helm fut vendu comme une interface intelligente permettant non seulement de respirer, mais aussi d'afficher une myriade d'informations en réalité augmentée, sans appareil supplémentaire. Face au succès colossal, les concurrents de Texon abandonnèrent un à un la partie. Oriane, la sœur aînée d'Ellie, a activé une application ludique sur son Helm. Devant le paysage qui défile, une petite créature numérique court à toute vitesse sur la bande d'arrêt d'urgence, dérape sur les barrières de sécurité et saute par-dessus les obstacles. Ellie n'utilise pas le même logiciel, mais elle reconnaît les mouvements de tête qui indiquent que sa sœur suit quelque chose du regard. Ces mouvements-là, la Benjamine a appris à les dissimuler. De son côté, ce qu'elle scrute en silence est interdit, ou, du moins, aurait dû disparaître. Sans Paul dans les parages, elle sait que sa mère désapprouverait. Depuis leur départ, elle a pu observer plusieurs oiseaux issus du programme de son père. Un faucon cresserelle s'est avancé jusqu'au milieu de la 2x5 voies en petite courbe planée pour s'immobiliser dans sa fameuse position du Saint-Esprit, elle battant à toute vitesse, corps statique et regard rivé sur une proie en contrebas. Lorsque le taxi s'est approché du point de chute, Ellie a cherché l'animal que chassait le rapace. Malgré le soleil, maintenant haut dans le ciel, le faucon au-dessus d'eux ne projetait aucune ombre. Au bout de 2 heures d'un trajet au ralenti, passant des embouteillages aux travaux, le taxi débouche sur la rue de Zaira. La soucoupe est le quartier le plus à l'est de Saramacaz. Viennent, après quelques immenses aires de divertissement, encapsulées dans leurs murailles filtrantes et climatisantes. Puis, les zones industrielles se disputent les confins de la mégalopole, envahies par d'éternels camps d'habitation provisoires. Ils sont des milliers à lutter pour laisser derrière eux la misère d'une campagne exsangue. Le taxi slalome tant bien que mal entre les nids de poules, et Ellie est réveillée par le choc sourd de sa tête contre la fenêtre. Pendant une fraction de seconde, elle existe sans ce poing écrasant qui lui est tombé dessus mardi dernier. Le temps d'une respiration, elle a oublié. Puis elle passe sa main devant la maison des Halidan et les voit tous les 4 sur le porche de leur étrange péniche terrestre. Ils observent le véhicule avec un air de profonde pitié. Ellie se souvient de mardi. Elle se revoit à l'arrêt de bus avec les autres élèves. Et d'un coup, surgit de nulle part, les bras de sa mère qui l'entourent et la soulèvent du sol. Le regard de ses camarades au fur et à mesure qu'ils reçoivent la même notification qu'elle. Suicide supposé
au siège de Texon Industries. Paul avait consacré énormément de temps aux Walidans, et les aider dans le déplacement, la rénovation, puis l'amélioration de leur péniche hors mer. Le quartier de la Soucoupe, connu pour ses tendances expérimentales, tant d'un point de vue écologique que politique, est rempli de projets loufoques dans ce genre. Même lorsqu'il avait décroché son emploi chez Texon et qu'il avait vu sa paie considérablement augmenter, le père d'Élie n'avait jamais voulu renoncer à ce conglomérat de doux rêveurs. La maison des Zaïra date des débuts de l'expansion de Sarah Macaz. Elle ressemble à un collage désordonné de plusieurs boîtes d'allumettes. Plus jeunes, les filles invitaient tous les enfants du voisinage à venir participer à des cache-cache géants dans le dédale d'annexes biscornues et de couloirs étranges. Le Zeppelin est de loin la pièce qu'elle y préfère. Au dernier étage, l'imposant tube de verre sans teint, sorte de baleine étincelante aux vertèbres de métal, offre une vue imprenable sur le quartier. La chambre d'Élie se trouve juste en dessous. Pour son 8e anniversaire, Paul lui avait fabriqué un périscope qu'elle pouvait utiliser directement depuis son lit et qui donnait au beau milieu de l'observatoire vitré. Le jouet avait irrité Natalia, qui détestait qu'Ellie passe des heures à regarder par les fenêtres du Zeppelin et finisse par s'endormir à même le sol. Mais Paul avait gagné, sans qu'Ellie ne sache avec quels arguments, et le périscope était resté. Le taxi se gare et laisse ses occupantes sur le trottoir. Devant la porte se tient un homme en costume noir. Son helm, presque opaque, masque son identité. Le modèle semble cher, très cher. Peut-être même un prototype à tirage limité. Texon, suppose Ellie. Les anciens employeurs de son père ne s'étaient pas encore manifestés depuis l'événement. Fort d'une armada de communicants, d'analystes d'impact presse et de cyberspeakers, Texon avait probablement calculé qu'il était dans leur intérêt de demeurer en retrait jusqu'à maintenant. Entrez directement dans la maison, les filles, dit Natalia. Mais, tante Ellie, ne commence pas, s'il te plaît. Entrez et faites réchauffer les plats pour les invités. À regret, Ellie obéit à sa mère. En fermant la porte, elle la voit s'immobiliser en face de l'homme, juste assez loin de lui pour ne pas pouvoir lui serrer la main. Pour rien au monde, elle ne voudrait affronter sa mère quand elle fait cette tête-là. Ellie en était maintenant sûre. S'ils ont pris la peine de venir jusque-là, c'est qu'ils craignent quelque chose. Ah ben tant mieux si t'as trouvé les points de chaîne, Minouche. Tu vas pouvoir t'amuser. On passe maintenant au chapitre 2. Anna. Je vais me mettre plus à l'aise. Hop là. Je suis dangereuse, moi, avec cette statuette. Hein. Alors. Anna. 1 minute. Il y a toujours 7 minutes. Chaque matin, lorsqu'Anna sent la conscience affluer vers son cerveau, surgit l'angoisse, si rapide et précise qu'elle vient lui saisir la gorge. Sont-ils encore vivants? Alors, elle se lève, en hâte, attrape son helm, accroché juste au-dessus de sa tête de lit, et se précipite vers sa baie vitrée. Elle a presque couru, mais hésite et ralentit pour les derniers pas. Le jour où ils auront disparu, ces quelques secondes d'ignorance ne seront-elles pas tout ce qui lui reste? Elle observe le grand jardin boisé, les vitres légèrement mauves de la serre sous le soleil. 2 minuscules silhouettes rouges sautillent dans l'herbe mouillée. Le logiciel de reconnaissance de l'Oupiakès lui indique qu'il s'agit de 2 Paroares huppés. Mais Anna n'a pas eu besoin de lui pour les reconnaître. Ils viennent souvent ici. Le front contre le verre froid, elle prend sa première vraie respiration de la journée. Tout peut commencer. Anna a 15 ans, mais contrairement aux autres filles de son âge, elle ne va pas se rendre au lycée aujourd'hui. Elle suit avec brio les cours d'une institution privée d'élite, depuis son domicile. Une fois sortie de la douche, elle descend déjeuner.
Ce matin, comme souvent, son père est déjà parti, ou pas encore rentré. Elle est presque sûre de n'avoir rien entendu dans la maison, et Ludwig a l'habitude, surtout en ce moment, de passer des nuits entières au bureau. La cuisine, très moderne, est ouverte sur une salle à manger épurée. La cordelette bleue qui longe les murs de chaque pièce constitue le seul détail original de la maison. Son père l'a installée en cas d'urgence. Tout espace fermé comporte au moins 4 caméras de surveillance sur lesquelles Anna peut se connecter instantanément. En plus de cela, la plupart des petits appareils électroménagers sont dotés d'un petit moniteur de reconnaissance faciale, reliés eux aussi au helm de la jeune fille. Tout confondu, le réseau domestique offre presque une centaine d'yeux, ce qui donne parfois à l'adolescente l'impression vertigineuse d'incarner sa maison. En première heure, elle a économie, puis anglais. Une fois connectée, elle voit se matérialiser le professeur au beau milieu de son bureau. La pièce est sobre, elle aussi. Les murs vides n'ont qu'une seule fenêtre, un hublot minuscule. C'est tout à fait le genre de choses qui échappe à Anna. De toute façon, toute sa concentration est dirigée vers son cours. À l'arrière de sa tête, en coulisses, elle pense aux oiseaux, bien sûr. Hier soir, elle a encore passé plusieurs heures à parcourir le code colossal de l'Oupiakès, à la recherche d'un indice. Depuis des mois, le programme se meurt. Elle l'a déjà sauvé une fois in extremis, mais elle sait qu'il ne subsistera plus longtemps sans aide extérieure. Hier, on enterrait son créateur. Anna ne s'est pas rendue à l'enterrement. Jamais son père ne l'y aurait autorisé. Mais elle porte le deuil à sa manière. Boy Zaira était un génie et un visionnaire. Et elle chérit peut-être plus que qui que ce soit son enfant numérique. Loupiakès, ce songe écologiste fou, devenu rêve éveillé grâce au partenariat avec Texon, représente pour Anna l'une des plus belles choses qui existent. Elle avait 11 ans lorsque son père lui a présenté le logiciel pour la première fois. Paul les accompagnait, elle s'en souvient. Il l'avait accueillie avec beaucoup de chaleur. Anna, pendant que tu dormais, ton père et moi avons installé une petite chose sur ton helm, avait-il dit en souriant. Quel genre de petite chose avait-elle demandé. Le genre qui ne change presque rien et en même temps change presque tout, avait répondu Paul. Il l'avait alors emmenée dans son jardin en lui tenant le bras. Ce n'était pas tout à fait nécessaire, elle savait se déplacer toute seule et les caméras extérieures lui offraient une vue au moins aussi précise que celle des autres. Mais elle n'avait pas protesté. Elle s'était tout de suite sentie bien avec cet homme. D'une légère pression de sa main, il l'avait arrêtée en face d'un arbre chétif, couleur cannelle. Des lanières d'écorce pendaient çà et là le long du tronc, et ses petites feuilles ovales s'agitaient avec le vent. Mais ce n'était pas l'arbre que Paul voulait montrer à Anna. Ce qu'il fixait en lui écrasant un peu le bras d'anticipation, c'était une délicate créature rouge et noire penchée sur une de ses branches. On pouvait facilement deviner que l'animal était issu d'une fabrication numérique. La lumière traversait ses pixels de manière désordonnée, et ses courtes serres transperçaient parfois l'écorce qui les portait. L'oiseau, car c'en était un, se tourna vers son public. Sa tête était surmontée d'une crête en forme de casque qui lui donnait un air presque comique. Il voleta jusqu'à une branche plus élevée en dépliant ses petites ailes noires, et Anna le trouva beau. Après avoir passé de longues minutes à observer ce qu'elle savait maintenant être un coq de ruche péruvien, tous les trois étaient rentrés dans la maison pour débriefer. La jeune fille ne savait pas trop ce qu'elle venait de voir. De nombreux jeux de collecte de créatures numériques, au caractère plus ou moins ludique ou éducatif, pullulaient déjà autour d'elle. Pourtant, elle le sentait. Ce n'était pas ce dont il s'agissait ce jour-là. Et elle avait raison. Loupiakès partait d'un constat simple mais désastreux. À travers tout le pays, les oiseaux mouraient massivement. Dans la région de Saramacaz, il n'en existait plus à l'état naturel depuis plusieurs années. Aucune espèce n'avait su s'adapter à la pollution grandissante, à l'omniprésence de pesticides, de nanoparticules
et aux agents chimiques neutralisants versés dans les cours d'eau pour contrer l'effet des perturbateurs déjà présents. La disparition des oiseaux avait été progressive et était passée relativement inaperçue pour le grand public. Elle avait aussi coïncidé avec l'avènement d'une nouvelle branche d'écologisme, plus agressive. Un des pères de cette branche était Paul Zaira. Après des années d'un engagement tumultueux, marqué par des attentats et un grand succès médiatique, Paul avait choisi de rejoindre les rangs de Texon, provoquant autour de lui une stupéfaction générale. Tout ce qu'il voulait, c'était donner vie à son rêve de gamin. Peu lui importait la manière. Il brûlait de créer une intelligence artificielle sans égale, qui répliquerait les caractéristiques de toutes les espèces d'oiseaux connues dans la région, les imiterait à la perfection et produirait un écosystème entièrement calqué sur la réalité, pour leur permettre de vivre. Paul voulait donc reproduire dans le virtuel l'existence de milliers d'oiseaux, animés en temps réel par une puissance de calcul faramineuse. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. L'écologiste comptait sur les capacités supérieures de l'IA pour réussir à tirer les enseignements que les oiseaux de chair et de plumes n'avaient pas eu le temps d'acquérir. Ainsi, il espérait réintroduire de véritables oiseaux, guidés par l'expérience de terrain engrangée par l'Opiakès. Le projet était mort bien avant Paul. Anna n'avait jamais compris les raisons qui avaient poussé Texon à enterrer sa parfaite couverture écologique. Quoi qu'il en soit, un jour, son père était rentré, l'air abattu. Il avait bu et fumé, ce qu'il n'avait plus fait depuis l'époque du départ de la mère d'Anna. Elle s'était donc doutée qu'il s'agissait de Loupiakès. Son père occupait le poste de directeur général, désigné de fait pour assister et encadrer Paul. Mais lorsqu'elle avait voulu l'interroger, il s'était enfermé dans son bureau. Quelques heures plus tard, lorsqu'il était sorti, il avait clos le sujet sans même la regarder. Ça n'a pas marché, Anna. Si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas fait pour. Le monde du marché repose sur un équilibre fragile que tu ne peux pas comprendre. Si Texon prend la décision de ne pas poursuivre avec les oiseaux, c'est qu'ils ont raison. C'est inutile et c'est contre-productif de passer son temps à se demander ce qui aurait pu être ou pourquoi les choses qui disparaissent le font. Il faut aller de l'avant maintenant. Elle n'avait rien répondu. Ce n'était pas la peine. Depuis le début, elle avait la sensation que son père n'avait pas saisi l'importance du projet à ses yeux. Il avait été heureux et même flatté qu'elle s'intéresse d'aussi près à son travail. Mais c'était plus que ça. Dans un monde si artificiel, saturé de virtuel, où Anna vivait presque recluse, l'existence des oiseaux avait apporté une touche de poésie dont elle avait tant besoin, sans même le savoir. Une semaine après l'arrêt officiel du projet, Texon avait annoncé une mise à jour touchant les helms de tous ses utilisateurs. Pratique courante, l'actualisation améliorait certaines fonctionnalités tout en effaçant les programmes obsolètes. Comme celui programmé pour sauver les oiseaux. Ce jour-là, Anna avait fugué et accompli quelque chose dont elle se serait crue incapable. Elle avait protégé le logiciel. Du moins, elle l'avait empêché de disparaître complètement de sa baie de serveur et l'avait conservé sur son propre masque filtrant. Mais Loupiakès était à bout de souffle et devenait chaque jour plus vulnérable à une nouvelle attaque des IA de mise en conformité. Anna devait le sauver. La mort de Paul l'avait laissé définitivement seule avec son angoisse. Si le programme se détériorait, s'il était effacé, des années d'une recherche unique s'envoleraient en fumée. Et avec elle, tous ceux si chers à son cœur. Cette nuit-là, comme les autres, elle se replongea dans le code. Tout était si complexe. La veille, elle avait remarqué des erreurs de rendu dans le plumage d'une pie. L'oiseau agissait de manière erratique. Le programme pouvait-il régresser? Ce qu'elle trouva ce soir-là la laissa plus perplexe que jamais. On a pour l'instant 2 personnages. Et le chapitre 3 nous ramène au premier. Donc chapitre 3, le lycée d'Ellie.
Allongée sur le dos, Ellie regarde sans le voir le busard stylisé en bois qui pend de son plafond. Le système d'aération de la maison exhale tout juste assez d'air pour que l'oiseau tourne lentement sur lui-même. Que voulait l'employé de Texon? Était-il venu s'assurer que la femme de Paul ne comptait pas porter plainte? Qu'elle n'irait pas s'épancher dans la presse? Lui avait-il offert de l'argent? Sa mère aurait-elle accepté? Ellie est prise d'un doute. Sa mère est quelqu'un de fier et d'intègre, c'est certain. Mais la disparition de son père doit la laisser dans une situation financière très fragile. Non. Natalia solliciterait leurs nombreux amis. Elle mettrait les filles à contribution, elle vendrait la maison avant d'accepter le soutien des assassins de son mari. Mais peut-être que... En réalité, il y a autre chose qui tracasse la Benjamin de la famille Zaira. Ce qui la froisse, l'empêche de dormir et la tient à distance de tous ses proches, malgré leurs bonnes intentions, c'est une incompatibilité. Une incompatibilité entre le cœur et l'esprit. Entre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même et ce qu'on essaie de lui faire accepter comme une évidence. Que son père souffrait d'une maladie, depuis longtemps. Que cette mort, aussi absurde, aussi révoltante qu'elle soit, avait des racines bien visibles que l'on pouvait extraire de terre tranquillement, sans se poser plus de questions. C'est la presse, la première, qui a évoqué l'idée d'une dépression, causée par l'hypersensibilité d'un homme incapable de sauver la planète. Le désespoir, métastasé dans tout le corps et tout l'esprit de son père, l'aurait poussé à abandonner le navire pour s'éviter le spectacle du naufrage. Et il n'y croit pas une seconde. Les volets qui ferment ces hublots s'ouvrent doucement par le centre, comme des iris. Ils répondent aux rayons du soleil et aux consignes données par l'utilisateur de la chambre. L'adolescente aime recevoir assez de lumière du jour pour se réveiller progressivement, juste avant que son réveil sonne. Elle se lève et fait glisser sa longue porte accordéon de ses placards, muraux. Elle ne sait pas si elle doit continuer à porter le deuil. D'un côté, elle ne veut pas attirer l'attention sur elle, ni que ses camarades pensent qu'elle cherche leur pitié. De l'autre, elle aimerait que, au moins aujourd'hui, on lui fiche la paix. Lorsqu'elle descend finalement dans la cuisine, elle a opté pour un ensemble allant de l'anthracite au noir, un bon compromis. Le pull gris à capuche ronde est un de ses préférés. Un peu trop grand pour elle, il lui donne l'impression d'être englobée, protégée. Le pantalon noir, dans une matière synthétique réputée indéchirable, juste assez solennel. Même par temps chaud, Ellie porte souvent un bonnet. Aujourd'hui, elle en a choisi un dans des tons bleu-gris, avec un excès de tissu à l'arrière du crâne. Ses parents n'ont jamais osé lui demander si elle le mettait par honte de ses cheveux. Elle sentait parfois l'interrogation dans leur regard, mais a toujours laissé planer le flou. Elle n'a pas honte de ses cheveux, ni de sa petite maladie, comme disait son père. Beaucoup d'enfants de Sarah Macaz sont nés avec des malformations, des troubles ou des handicaps. Alors, un léger déséquilibre hormonal qui joue sur certaines cellules du vieillissement, elle ne trouve pas ça trop cher payé. Pour se rendre au lycée, il y a plusieurs options. Longue et bondée à la surface, ou moins longue et toujours bondée, plusieurs mètres sous le sol. Va pour le trolley, au moins on peut y respirer. Et Ellie garde une chance de voir quelques oiseaux sur le chemin. Les rues sont clairsemées. La Soucoupe est un quartier encore assez aisé pour éviter la saturation. Sur les trottoirs inégaux, quelques grappes d'enfants trottinent vers les zones désertes des transports. Quartier militant oblige, il n'y a presque jamais de voitures qui circulent. 3 enfants. Ellie leur donne 6 ou 7 ans. Crient gaiement et se bousculent en effectuant de grands sauts, pieds joints, entre les craquelures des dalles de béton. Leurs parents ont dû équiper leur helm d'un jeu environnemental, qui les dirige à bonne allure vers l'école, avec l'impression de vivre de folles aventures. Ellie adorait ce genre de jeu quand elle était petite. De son côté, elle cherche la réalité augmentée en haut des cimes d'arbres, des gouttières ou
ou de l'étrange beaupré de la péniche des Halidan. Sur la pointe du mât brillant de soleil se tient un geai à moustache, qui s'ébroue et lisse ses plumes bleu nuit de ses ailes. Les yeux braqués vers l'oiseau, Ellie laisse le temps à Loupiakès de charger quelques informations à son sujet. C'est une espèce qu'elle a déjà observée et dont les contours scintillent d'un vert presque transparent, pendant quelques secondes pour le lui signaler. Si elle continue à le dévisager et redirige ses capteurs uniquement sur lui, elle pourra entendre son cri. Mais honnêtement, son petit jappement aigu n'a rien de très agréable, et elle préfère poursuivre sa route. Pourtant, elle sent à quel point cette rencontre la remplit de chaleur. Elle ne sait pas pourquoi Loupiakès fonctionne encore, mais elle n'a jamais vraiment voulu imaginer le contraire. La mort du projet de son père lui semblerait inacceptable, comme un deuxième désaveu. Un groupe de tyrans huppés sautille. Oui, c'est bien ça. Un groupe de tyrans huppés sautille de branche en branche devant Ellie. Leur corps rondelé bouge avec une vivacité improbable. Au lieu d'ajouter à son optimisme, la petite famille la désarçonne. Elle remarque des incohérences. La hitbox des oiseaux est inconséquente. Le cœur de la jeune fille pèse plus lourd à chaque pépiment enjoué du groupe. Que deviendront-ils maintenant qu'il n'y a plus d'adultes pour veiller sur eux? Comment son père a-t-il pu les abandonner? Tout d'un coup, elle n'a plus du tout l'envie d'avancer. Pendant une seconde, elle s'arrête et imagine retourner sur ses pas. Elle pense à la maison, vide, au busard suspendu qui tourne sur lui-même. Impossible de faire demi-tour. Dorénavant, sa vie ne va que dans un sens. Revenir et réfléchir lui paraît insurmontable. Elle désactive l'opiakès et poursuit sa route en fixant le sol. L'avenue Viamonte est déjà noire de monde. Et les flux de piétons affluent depuis toutes les rues des quartiers limitrophes pour venir s'entasser sur les trottoirs surdimensionnés des gares du trop-laissé. Les tableaux d'horaire à chiffres rotatifs pirouettent dans un vacarme cliquetant sans que personne ne leur prête attention. Le Helm affiche en réalité augmentée les heures de départ personnalisées pour chaque voyageur. Chaque utilisateur personnalise la couleur des larges panneaux lumineux qui recouvrent les murs des stations. Le défilé des trolley fait penser à une procession d'insectes démesurés. Les longs bus à étages sont dotés de 3 paires d'antennes, reliées par une toile photovoltaïque. Au démarrage du bus, les antennes se déploient pour rejoindre les câbles qui l'alimentent. Comme des ailes de sauterelle, la membrane photovoltaïque se déploie. Si elle n'était pas si ridiculement sous-proportionnée par rapport à sa carlingue massive, on pourrait presque imaginer le véhicule essayant de s'envoler. Ellie se presse à l'arrière d'une grappe de jeunes qui tentent de monter dans l'un des bus à quai. Il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin sans avoir l'air trop agressif. Elle a reconnu plusieurs visages familiers sur les quais, mais elle n'a pas envie de discuter. L'effervescence des matins, les pronostics sur le déroulement des cours, les potins sentimentaux de ses camarades, tout lui semble insurmontable. Elle veut juste avancer, se laisser porter par le flot humain, puis mécanique, jusqu'à prochain ordre. Par chance, elle est assez petite pour son âge, tout en muscles secs et en grâce de chat. D'habitude, elle se serait hissée sur la pointe des pieds pour être aperçue. Des regards balaient l'horizon dans sa direction. Elle rentre les épaules et se colle derrière un homme trapu qui lui ouvre la voie jusqu'à la porte grinçante du bus. Une fois à l'intérieur, elle a un moment de répit. Le trajet cahotant peut prendre jusqu'à 1 heure, selon la circulation. Chacun s'absorbe dans son helm, révise, regarde les informations ou joue. Peu de voix tentent de couvrir les couinements essoufflés des suspensions du trolley et de ses portes fatiguées. Pour l'adolescente, c'est un faux répit. Aucun divertissement du helm ne suffit à assourdir la réalité suffocante. Forcée à l'immobilité, son mouvement ne lui occupe plus l'esprit. Pour compenser, elle se glisse, de profil, jusqu'à un interstice pour s'absorber dans le paysage.
Toute son attention se focalise sur la ville qui défile. Le bus a débouché sur un boulevard aux aires d'autoroute. Il roule au milieu, sur un parterre de gazon défraîchi. De part et d'autre, des taxis colorés coupent la route à de ternes berlines familiales. Les enseignes des magasins de grandes chaînes nationales crépitent en 3 mètres sur 4. Les mascottes virtuelles exécutent des danses promotionnelles. Ce ne sont pas les quartiers les plus accueillants de Saramacaz. Tout y est relativement propre, certes, et aéré, mais l'environnement ne parvient pas à dépasser un caractère impersonnel et clinquant. Le trolley arrive sur la place Arenales, où une butte verdoyante trône au milieu d'une épaisse ceinture routière. La luminosité baisse au fur et à mesure que le véhicule s'engouffre dans un tunnel creusé à la base du parc. De l'autre côté, il y aura une nouvelle artère commerciale, puis une autre gare routière, avant d'atteindre le paradis. C'est comme ça qu'on appelle le quartier où se trouve le lycée d'Élie. Le nom fait référence à l'emplacement, assez haut dans la ville, mais pas aussi huppé que les autres quartiers à la même altitude, de l'autre côté de la double cuvette que forme Saramacaz. Le lycée Alfred Russel Wallace, ou Arroy pour les intimes, ressemble de loin à une immense raimanta qui se serait posée sur une des terrasses du paradis. On entre dans le bâtiment directement par la façade végétalisée de la terrasse qui le supporte. Ce rez-de-chaussée est réservé au gymnase et à la piscine olympique. Un pan incliné permet l'accès à l'atrium, véritable colonne vertébrale de l'arrêt, qui forme un arc de cercle entièrement vitré et dessert toutes les salles de classe. Les ailes protègent une partie des 2 cours de récréation du soleil et fournissent de l'énergie au bâtiment. Le lycée n'est pas de première jeunesse. La peinture y est parfois écaillée, les tuyaux rouillés, et le verre de la colonne vertébrale a un peu jauni. Mais il y aime le bâtiment et ses allures de vaisseau foutraque. Devant sa salle, une nouvelle attente forcée commence. Elle est arrivée trop tôt, et elle n'ose pas déambuler dans les couloirs de peur d'y croiser des connaissances. Déjà, elle sent les regards appuyés de certains et reconnaît cette tonalité si particulière qu'ont les messes basses qui vous concernent. Son père n'a pas que des supporters, bien au contraire. À la fois figure du combat écologiste et chercheur chez la plus grande corporation du pays, il a réussi l'exploit de se faire des ennemis dans toutes les franges de la politique saramaccaise. Isor Lavadersi la toise avec un air faussement peiné. Élie la déteste encore plus que d'habitude. Personne ne sait si elle a hérité d'un défaut dû à la pollution ou aux perturbateurs chimiques, et elle s'est toujours assurée de laisser planer le mystère. Son père occupe un poste de cadre chez Biomédian, une société de relevé et d'analyse qui a la réputation de fournir les résultats qu'ils veulent à ceux en mesure de payer. Isor est belle, froide et apprêtée. Elle a des yeux d'un vert très clair et des pommettes hautes, ainsi qu'une bouche pleine, qu'elle peut tordre dans 1001 sourires hypocrites. En ce moment, elle gratifie Élie du fameux air compatissant qui t'enfonce 6 pieds sous terre. Bélise et le reste du groupe arrivent dans la salle de cours et coupent le contact visuel entre les 2 filles. Salut Bélise, comment tu vas ? Ça peut aller, répondit Élie en haussant les épaules. Bélise a dû naître plus mature que les autres. Très sage, sans jamais paraître coincée. Elle a un instinct maternel inné et l'applique à tous ses amis. Ah, pardon, je vous l'ai mal lu. Salut, dit Bélise. Comment est-ce que tu vas ? Ça peut aller, répond Élie en haussant les épaules. Bélise a dû naître plus mature que les autres, très sage, sans jamais paraître coincée. Elle a un instinct maternel inné et l'applique à tous ses amis, sans faire de différence. Si Élie choisissait de parler à quelqu'un, ce pourrait bien être elle. Peut-être qu'elle comprendrait, ou tout du moins qu'elle essaierait. Mais à la place, elle rabat sa capuche par-dessus son bonnet et fixe le vide d'un air éteint. La parole reste hors de portée. Elle ne saurait ni par où commencer, ni quoi dire qui ait du sens.
Pour le moment, tout ce qu'elle veut, c'est étouffer le tumulte douloureux qui résonne dans son ventre et sa poitrine. L'apathie, à défaut de mouvement, semble la solution la plus efficace. Le cours passe comme un film en accéléré. Plusieurs fils de sens tombent près d'Ellie, qui tente bien d'en saisir quelques-uns, mais tous glissent entre ses mains. Elle n'arrive à rien comprendre, à rien rattacher aux mots qui sortent de la bouche de son professeur. Il y a une drôle d'agitation dans la classe, plus polissonne et feutrée que d'habitude. Elle a vaguement la conscience que quelque chose circule entre les élèves, que leur connivence l'exclut tout à fait, mais ce sentiment s'évapore avec le reste, sans parvenir à occuper ses pensées à la dérive. Quand l'heure sonne, elle se laisse doucement entraîner vers le cours suivant. Plusieurs s'enchaînent. Elle est incapable de dire quelle matière. À côté d'elle, elle remarque que Zine, un ami un peu brusque, s'applique à écrire avec de grandes arabesques et des boucles rondes sur sa table numérique. Bélise a dû le charger de prendre les notes pour Ellie dans cette matière. Elle l'aime bien, Zine, c'est un bon copain. Pas toujours dégourdi, taiseux, touchant avec son visage poupin et ses beaux cheveux noirs tondus de près. Son soutien silencieux lui arrache un sourire. Lorsque la version bêta de l'Oupiakès avait été dévoilée à un public restreint, elle l'avait partagée avec lui. Il était nul pour retenir les noms scientifiques des oiseaux, mais il avait une patience proche de l'obstination lorsqu'il s'agissait de les débusquer. Un jour, elle l'avait observé pendant près d'une demi-heure, accroupi au bord d'une mare à fixer un grèbe qui plongeait et ressortait de l'eau. Zine a son propre tumulte intérieur. Pour lui aussi, les oiseaux ouvraient une fenêtre vers un monde plus léger, l'espace de quelques instants. Pour se rendre en pause, chaque élève doit retourner à son casier récupérer son helm. Des surveillants sillonnent la cour à longueur de journée, et contrevenir à cette règle est sévèrement puni. À l'adolescence, la rébellion se mêle souvent à une politisation plus ou moins intelligente. Certains jeunes se revendiquent de mouvements survivalistes, ceux qui prônent le dépassement de notre dépendance à un air pur. Mais le lycée ne laisse pas de place à ce genre d'opinion personnelle. La cour Est, réservée aux premières et aux deuxièmes années, n'est pas des plus réjouissantes. Une ample étendue de bitume craquelé, terminée par de hauts grillages, s'enorgueillit de quelques arbres mal en point. À l'ombre offerte par la vaste aile du bâtiment, des bancs et des tables accueillent ceux qui ont réussi à sortir les premiers. Pour le reste du monde, c'est station debout obligatoire. Isor et son auditoire ont réussi à réserver une table. Même son helm, Ellie le trouve prétentieux. C'est un modèle haut de gamme avec des fins tuyaux nacrés. Le système qui tient la visière collée contre le visage ressemble à un diadème. Le rire cristallin, délicat et faussement gêné de la jeune fille n'est même pas distordu par le passage à travers l'interface. Elle cache quelque chose sous le plat de ses mains contre la table. Les autres autour d'elle jettent des regards circulaires qui vont d'Ellie à la feuille aplatie sous les jolis doigts d'Isor. Ellie s'approche. Elle refuse de laisser ce bruit désagréable s'amplifier. Elle se doute bien du sujet de ses cachotteries et de ses sourires entendus, mais elle a besoin de les entendre le dire. S'il ose. Elle va lentement se placer derrière Isor pour pouvoir voir par-dessus son épaule. L'objet du délit n'est rien d'autre qu'un petit journal en papier éternel. Ce produit d'innombrables recyclages qu'on utilise encore pour quelques publications matérielles populaires. Ça ne ressemble pas à Isor de lire ce genre de choses. Elle a dû trouver celui-là particulièrement croustillant. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demande Ellie entre ses dents. « Oh, Ellie, je ne pensais pas que tu l'avais vu, » répond Isor. « Je suis désolée, ça doit être encore douloureux d'évoquer ça. » « D'évoquer quoi ? Tu sais, que ton père était déséquilibré, que, après avoir fait sauter tant de bombes, il n'a pas réussi à garder un emploi normal et que, du coup, il s'est tué. »« Mon père n'était pas fou. »« C'est tout à fait normal que tu dises ça. C'est toujours difficile de voir les défauts de ses proches. Moi aussi, si mon père était un terroriste et qu'en plus il avait abandonné sa famille, ça me ferait beaucoup à encaisser. » Isor conclut sa phrase par une petite note de gorge, très aiguë, en hochant la tête d'un air sentencieux.
C'est ce détail, peut-être plus que le contenu, qui empêche Ellie de simplement se détourner. Elle ne ressent même pas cette chaleur qui survient normalement en même temps que la colère. Au contraire, elle agit froidement. D'une main, elle agrippe les longs cheveux blonds, de l'autre, les précieux tuyaux nacrés du helm, et elle tire d'un coup sec. Isor glapit de surprise, en même temps qu'elle essaie, trop tard, de se raccrocher à la table. Elle tombe sur le dos. Ellie, juste au-dessus d'elle, n'a pas lâché sa prise. La dizaine de spectateurs observent, médusés, les deux adolescentes au sol. Celle au-dessus a dégagé ses mains et se met à frapper l'autre au visage. Le diadème reçoit un coup. Ellie a toujours fait beaucoup de sport, dont certains de combat, mais aujourd'hui, elle frappe n'importe comment. Les bras pliés devant elle. C'est Zin, finalement, qui vient la saisir sous les aisselles et la relever. La membrane du helm d'Isor est déchirée. Encore choquée, elle tente de se rasseoir tout en gardant une main pour boucher l'arrivée d'air. 2 surveillants arrivent en courant. Dès qu'ils prennent conscience de la situation, ils font évacuer Isor. Personne ne meurt d'une exposition à l'air libre pendant quelques minutes, ni même quelques heures, mais un procès de la part des parents de ce genre d'élèves pourrait coûter très cher. Du mouvement. Il y a du mouvement. Et du bruit. On hurle sur Ellie pour la sortir de la cour. On lui assène les mots inconscience et punition, tout en la poussant à travers les couloirs. Puis tout d'un coup, c'est le bureau de la principale. On congédie les surveillants hystériques, d'une voix égale. La principale est une femme sans âge, toujours tirée à 4 épingles. Les néons de sa grande lampe de bureau projettent une ombre parfaite de sa silhouette sur le mur gauche de la pièce. Ellie observe le cercle impeccable de son chignon qui monte et descend rythmiquement sur le mur, au fur et à mesure du discours de réprimande. Elle évoque des circonstances atténuantes, un processus difficile, de l'empathie et une profonde peine partagée. Le sujet de la maladie entre aussi en scène, mais l'adolescente n'a pas le temps de s'énerver. Parce qu'il est aussi question d'exclusion. Temporaire, certes, mais d'exclusion quand même. Comme si elle ne se sentait pas déjà assez exclue. Sans un mot, elle reprend ses affaires. Les parents de la victime se montreront peut-être procéduriers. La principale assure qu'elle fera son possible pour éviter les complications. Quoi qu'il en soit, il faudra informer Madame Zaira, qu'elle se tienne prête. Au revoir et bon courage, prenez soin de vous. Ellie sort du lycée et marche sans regarder où elle va. Elle compte bien marcher pendant pendant des heures, jusqu'à l'épuisement. Celui qui arrivera le premier. Quoi? Attendez, je vais vous la refaire là, parce que c'est pas... Elle compte bien marcher pendant des heures, jusqu'à l'épuisement, celui qui arrivera le premier. Le sien? Ou celui du poids dans sa gorge qui menace de l'entraîner avec elle? Ok, c'est plus clair comme ça. Il me manquait la seconde moitié de la phrase qui expliquait tout le reste. Donc, on va pouvoir reprendre au chapitre 4, sortie au parc. La course, c'est le moment préféré d'Anna. Certains trouvent ce sport ennuyeux, ne voient pas l'intérêt de courir pour rien. Ils ne supportent pas la monotonie inhérente d'accomplir seule des parcours circulaires. Anna ne dirait pas le contraire. Elle s'entraîne dans le même parc depuis des années, le seul où son père a bien voulu lui laisser un peu le champ libre. Chacun de ces sentiers est soigneusement numérisé, accessible en vue subjective depuis un ordinateur. Une aubaine pour le type de vision si particulier d'Anna. Grâce à la fréquence des enregistrements, elle peut même observer le lent passage des saisons. Dans le reste de Sarah Macaz, le rendu numérique des rues est au mieux mensuel. La jeune fille a quelques amis en ligne, des étrangers, qui ont visité sa ville grâce à sa numérisation en 3D. C'est comme si on y était, ont-ils dit. Et oui, pour Anna, c'est tout à fait la même chose. Privée de sa vie naturelle depuis sa naissance, ce sont les seuls paysages qui lui ont été donnés de voir. Au coin de l'année résonne un petit bruit d'impact, comme une salve de mitraillette pour enfants. Sûrement un pic.
Parce qu'ils sont numériques, les oiseaux de l'Oupiakès tiennent constamment compagnie à Anna. Comme elle, ils ne perçoivent du monde que ce qu'une simulation informatique veut bien leur montrer. L'intelligence artificielle du programme leur offre peut-être accès à un peu plus de détails que l'adolescente aveugle, mais dans l'ensemble, ils vivent dans le même univers. C'est bien un pic qui tambourine. Anna ralentit pour l'observer un moment. La tête rouge et les 2 lignes blanches lui indiquent qu'il s'agit d'un pic de Magellan. Elle aimerait le voir se nourrir, mais il pivote autour du tronc à chacune de ses foulées, de manière à rester cachée. Anna sourit. Elle n'aura pas gain de cause avec lui. Elle a interdiction de s'arrêter de courir. Son père a accès à ses statistiques et à son parcours. C'est le prix qu'elle a concédé pour conserver son droit de sortie. Se montrait-il aussi strict avant sa fugue, avant que l'Oupiakès ne coure un danger? Elle ne se souvient pas bien. Il a toujours agi de manière très protectrice, effrayée en permanence à l'idée de ce qu'un monde qui valorise un homme comme lui pourrait infliger à quelqu'un dans la condition de sa fille. Ce qui a changé, c'est qu'il a maintenant peur d'elle, de ce qu'elle représente, comme risque pour sa propre sécurité. Il la voudrait beaucoup plus prudente. Et pourtant, Dieu sait qu'Anna a toujours été une enfant sage. Sa petite enfance, elle ne s'en souvient plus très bien, mais elle en a retenu une sensation de normalité, de joie. Son père avait commandé un helm sur mesure, sans cesse amélioré au cours des années, dès le diagnostic de sa cécité. Au début de sa vie, Anna n'avait pas conscience de sa différence. Tout le monde autour d'elle portait un helm. Ses parents s'obligeaient même à le garder à l'intérieur, comme elle y était contrainte pour pouvoir être raccordée au système du domicile. Ils avaient bien essayé de connecter une caméra directement à son implant neuronal, mais cette solution ne fonctionnait pas dans les espaces ouverts. Dans la maison, une enfant se déplace suffisamment lentement pour ne pas surpasser les capacités des capteurs vidéo et des convertisseurs dans le cerveau de la petite fille. Mais dès qu'Anna avait eu le droit de s'aventurer dehors, le procédé avait montré ses limites. C'était un ingénieur de Texon qui avait finalement proposé la solution la plus performante. À l'extérieur, Anna évoluerait dans le rendu numérique 3D, que son helm téléchargerait en direct. En fonction de sa position GPS, bien sûr. Pour les espaces intérieurs, elle devrait se contenter d'un logiciel de calcul qui utiliserait des photographies pour lui donner une modélisation, parfois approximative, du contenu des pièces et de leur profondeur. Son paysage est donc éternellement figé. Et les rues numérisées sont pétrifiées dans le temps. Des actions prises sur le vif durent des heures dans la vie d'Anna. Même là, cette jolie mare au milieu du jardin à la française, elle peut voir les rides à sa surface, suspendues dans un froissement délicat. S'il y a bien quelque chose dont rêve l'adolescente, c'est d'imaginer le vent. Comment bougent les feuilles, se creuse la surface de l'eau, s'en mêlent les cheveux des passants. Elle a énormément lu à ce propos. Elle lit une quantité impressionnante de livres de tout genre. Mais le phénomène palpable demeure un mystère dans son esprit. 2 foulques ont sauté dans la mare pendant qu'elle s'approchait. Elles nagent en agitant leur tête d'avant en arrière, d'une manière un peu comique. La réalité augmentée a toujours peuplé le monde d'Anna. Mais les personnages animés, les incrustations virtuelles et les créatures imaginaires n'ont jamais provoqué chez elle ce sentiment qu'ont su réveiller les oiseaux. Ce sentiment, elle a longtemps cherché à le définir. Encore aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait sûre. C'était pas juste de la joie, non. Pas simplement de la curiosité, quoi qu'il y en ait. Non. Le mot le plus adéquat qu'Anna ait trouvé jusque-là, c'est l'émerveillement. Alors, comment pouvait-elle ne pas être terrifiée lorsque ses complices des coulisses virtuelles perdent pied dans leur propre réalité? Les oiseaux clignotent, se trompent de trajectoire, s'enfoncent dans les textures et s'arrêtent parfois tout bonnement de bouger. C'est comme les voir souffrir d'une longue maladie, décrétée incurable par les adultes autour d'elle. Tu as bien conscience qu'il n'existe pas, Anna,
avait demandé la psy chez laquelle on l'avait envoyé suite à sa fugue. Il faut faire très attention, tu sais, surtout à notre époque, à ne pas se couper du réel. Anna n'avait rien répondu. Murée dans son silence, elle avait gagné par épuisement moral de l'adversaire. Une gamine aveugle, soudainement muette, ça en aurait fatigué plus d'un. Depuis, elle suivait scrupuleusement l'emploi du temps édicté par son père, à l'exception de ces nuits qu'elle passait au chevet de cette virtualité qu'on jetait par-dessus bord. Mais elle n'avançait pas. Les dates d'obsolescence approchaient, le risque de détection par les IA de conformité augmentait chaque jour. En courant, Anna continue de réfléchir. Elle pense à tout. Une seule solution revient obstinément. Contacter un réseau écologiste. Personne d'autre n'osera bricoler un logiciel que Texon veut voir disparaître. Et puis, il y a la mémoire de Paul. Sa création sera forcément défendue par ses anciens compagnons d'armes. Un tintement discret dans ses oreilles lui indique que son tour de course touche à sa fin. Son véhicule personnel va bientôt arriver sur le parking. Sur le portique d'une balançoire vide, un groupe de pigeons a élu domicile. Ils roucoulent en gonflant leur gorge violette et observent le terrain de jeu. Comment faire pour sortir de ma cage dorée se demande Anna. Depuis toujours, elle a maintenu une distance respectable avec l'extérieur. Il lui fait peur. Elle aime sa maison et son grand jardin, avec la serre qu'elle a le droit de cultiver comme elle l'entend. Elle aime ce parc, en grande partie parce qu'il est presque vide à cette heure-ci. Mais les rues bondées, le flux de gens, ceux qui ne voient pas le monde comme elle, tout ça la terrifie. Le chauffeur active une icône orange, juste au-dessus de la place où il s'est garé. Les contours de la voiture sont grossièrement matérialisés en lignes de pixels grossiers pour que la jeune fille puisse trouver la portière par elle-même. Elle s'installe à bord sans un mot. Elle ne parle presque jamais au chauffeur. Son père le lui a déconseillé. Dehors, le paysage défile. Il y a parfois de petits sursauts dans l'affichage, lorsque la voiture accélère brusquement. Mais Anna n'y prête pas attention. Elle réfléchit. Elle a peu de temps pour penser à ce qu'elle veut. Son réseau est trop surveillé pour contacter les résistants par le biais de forums ou de messageries. Avec la recrudescence des violences, la moindre recherche sur l'écologie peut paraître suspecte. Quant à sortir pour se rendre à un meeting, l'idée est presque risible. Elle en arrive à envisager le kidnapping. Au moins, elle serait déchargée du poids de l'organisation ou de la mise en contact. Elle sourit. C'est absurde. Si son père lui a transmis sa peur, il a toujours mis un point d'honneur à ne pas entraver le développement intellectuel de sa fille. C'est sur ce tableau qu'il faudrait jouer. Une conférence, une série de cours qui tiendrait à l'extérieur, serait l'alibi idéal. Quelque chose de très confidentiel, qu'on ne prendrait même pas la peine de retransmettre. Autant dire illégal. Plus personne n'organisait d'événements auxquels on devait absolument se rendre physiquement. Le problème n'a pas de fin. Anna se masse les tempes et la nuque. Son helm lui pèse toujours un peu lorsqu'elle a couru. Par la vitre, elle reconnaît le début de son quartier. Ils arriveront dans quelques minutes. Son idée de génie sera pour plus tard. Chapitre 5. Le condor mécanique. D'un geste sec, Ellie arrache le mobile de Buzard. Les ailes en bois se fracassent sur le sol, laissant l'oiseau en pièces détachées, la tête tournée vers les hublots. Tombée à plat ventre sur son lit, elle essaye de reprendre le contrôle. Pendant des heures, elle a marché au hasard dans les rues de Saramacaz. Pas vraiment au hasard, en fait, puisqu'elle s'est finalement retrouvée dans son quartier, harassée. Elle n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, et sent l'écrasante tristesse qui la rattrape. Dans une heure, peut-être moins, sa mère va rentrer. Ce n'est pas qu'elle a peur d'être punie, elle n'est plus vraiment à sa près, ni même qu'elle craint la colère maternelle, non. Ce qu'elle redoute, ce qui lui retourne l'estomac rien que d'y penser, c'est la déception. Avant la mort de Paul, avant même que Loupiakès ne soit condamné à l'extinction,
Natalia avait toujours fait preuve de plus d'autorité. Ce genre de mère, phare monumental dans la nuit, qui vous englobe de toute sa présence tendre, mais vous renvoie ranger votre chambre avec un demi-tressaillement de sourcils. Une femme de caractère, c'est ce qu'Ellie a dû entendre le plus à son propos. Elles ne sont jamais vraiment comprises. Déjà enfant, la Benjamine préférait la compagnie de son père, s'intéressait à toutes ses passions et se tenait résolument à l'écart de ses sœurs. Pourtant, il y avait cet amour teinté de crainte qui n'avait jamais faibli. Les soupçons d'Ellie concernant l'accord entre sa mère et l'employé de Texon lui restent sur le cœur. Mais loin de constituer une arme pour se défaire de sa propre culpabilité, il l'enfonce un peu plus. Elle ne souhaite pas voir sa mère faillir. Même si elle se trompe, elle aussi, en laissant les autres évoquer la maladie, la démence de Paul, c'est une faiblesse qu'elle n'avait pas imaginée et qu'elle ne peut pas pardonner. Mais quoi qu'il en soit, pour rien au monde elle ne veut croiser le regard de sa mère lorsqu'elle devra lui parler de l'exclusion, de sa raison et du possible procès. Elle étouffe, immobile sur son lit. L'étau se resserre. Sa chambre lui semble étriquée. Elle se relève. Elle n'a plus la force de vraiment marcher. Mais tant pis. Elle se traînera dans la maison. Dans le couloir, presque en face de sa chambre, il y a la porte close du bureau de Paul. Elle ne l'a pas franchie depuis. Personne n'y est entré. Brusquement, la poignée lui apparaît comme divine et obscène à la fois. Elle est là, exactement identique à quand il l'a fermée pour la dernière fois. Il y a quelque chose de lui dans cette pièce qui subsiste. Ellie le sent. Doucement, pour ne pas risquer de briser la présence ténue, elle pose la main sur le métal froid et ouvre la porte. Dans ces quelques secondes que met la porte à tourner sur ses gonds, quelque chose prend vie et meurt. C'est comme si une boule de verre, celle que l'on secoue pour faire tomber la neige, venait d'exploser sur le sol. Le bureau de Paul est exactement comme il l'a laissé, figé dans un quotidien qui semble surgir du passé. Elle sait que, en y entrant, elle consomme pour la dernière fois cet instantané. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, ce bureau n'a jamais beaucoup changé. Selon les périodes, il était plus ou moins encombré, mais même fraîchement rangé, il y avait toujours cette impression de léger désordre, de brouillon en devenir. Les écrans de veille du mur de surveillance papillonnent tranquillement. Personne n'a eu le courage de chercher comment éteindre ce système compliqué. Les dizaines de moniteurs accolés prennent tout un pan de mur et donnent à la pièce un côté étouffant lorsqu'ils sont éteints. Allumés, ils ouvrent une myriade de fenêtres sur le monde. Pour les besoins des tests de Loupiakès, Wajdi, le programmateur en chef et meilleur ami de Paul, avait installé tout un tas de capteurs à travers la ville et ses confins. Où est Wajdi? Le parrain d'Eli, plus souvent fourré chez eux que chez lui, ami du couple Zahira depuis bien avant la naissance des filles. Où avait-il disparu depuis la mort de son père? Ellie se rend compte qu'elle a souffert de son absence sans le savoir. Les oiseaux, c'était à moitié lui aussi. Justement, il y a son portrait, là, sur une des grandes étagères en métal. C'était une blague entre eux. Wajdi, avec ses larges lunettes suspendues in extremis sur la pointe de son nez, souriait d'un air paternel en tenant un nid dans le creux de ses longues mains. Il a sa tête des bons jours, c'est-à-dire des cernes un peu moins gros que des valises, une barbe à peine naissante, et son beau teint caramel ne vire pas au cireux. Dans le nid, ils ont déposé un disque dur en forme d'œuf. Une invention assez inutile, qui contient une majeure partie du cœur de Loupiakès. C'est le jour du test auprès du comité d'ingénieurs de Texon. La photo a été prise juste à la sortie. Ellie se souvient des deux hommes rentrés hilars et ivres-morts, dans ce même bureau au milieu de la nuit.
Réveillée par le vacarme, elle s'était glissée dans le couloir pour les voir danser maladroitement et s'esclaffer. Un moment, elle en était presque sûre, les larmes s'étaient mêlées au rire. Mais c'était des larmes de soulagement d'avoir enfin réussi. L'un comme l'autre souffrait personnellement du recul inéluctable de la vie animale. Un jour, Paul lui avait raconté son enfance à la campagne, perdu dans un petit village avec ses parents et ses frères et sœurs. La rumeur des insectes, des oiseaux et le bruissement perpétuel de la forêt faisaient partie de cette enfance dorée. Le silence s'était insinué progressivement. Peut-être Paul était-il trop occupé par son bonheur pour y prêter attention. Un soir, adolescent, il était rentré tard dans la nuit d'une fête au village d'à côté. Assis sur une chaise pliante défoncée, il avait sorti la dernière canette rescapée de la soirée. Le pchit retentissant avait résonné dans la nuit. Paul était seul. Et ce bruit dérisoire avait rendu assourdissant le mutisme de la forêt. Passionné par la technologie, il avait abandonné ses rêves d'ingénieur pour se consacrer à la sauvegarde de la biodiversité. Dans les forêts de sa commune, puis de toute sa région, il avait entamé une série d'inventaires, tous plus glaçants les uns que les autres. Le silence continuait de le hanter. Sarah Macaz, au fond, avec son incessante rumeur humaine et mécanique, avait un peu calmé cette angoisse. Mais sa voie était déjà toute tracée lorsqu'elle découvrait la capitale. Pour Ellie, c'était différent. Elle n'avait jamais connu cette biodiversité dont on parlait tant à la maison. Elle savait que les espèces souffraient et qu'il y en avait beaucoup moins qu'avant. Elle savait que du temps de ses parents, il existait des oiseaux sauvages, ailleurs que dans certains zoos. Ses premiers pas, elle les avait fait entourer de militants, pendant un sit-in sur une place de la capitale. Elle gardait des souvenirs délicieux des longues heures passées à découper les tracts, ou à coller des affiches, juchées sur les épaules de son père. Dès l'installation de la famille dans le quartier de la Soucoupe, la maison était devenue un quartier général. Véritable ruche, toujours bourdonnante d'activité, le domicile des Aïras était un lieu de partage, de fête et de convivialité. C'était ça aussi qui manquait, la perpétuelle présence riante des amis d'amis. Les yeux d'Élie se posent sur une large table synthétique dépourvue de pieds, fixée au mur. C'est le cœur de la pièce, le bureau à proprement parler, celui d'où les marques des tasses de café ne partiraient jamais. Deux écrans massifs sont directement connectés au circuit qui court dans tout l'intérieur de la structure, jusque vers la cloison. Une trappe, ouverte, laisse dépasser un rouleau de papier bleuté, encore attaché à la rotative qui, une fois en marche, peut imprimer pendant des heures des séries de chiffres serrés qui venaient s'empiler sur le sol. Les dessins, les calculs, les notes d'observation des oiseaux in situ, tout est encore là. Sur un coin du bureau, Ellie remarque le condor robotique que son père avait eu pour la naissance du projet. L'invention de Wajdi, un oiseau à l'intelligence toute relative, qui parvenait à voler très bruyamment avec ses grosses ailes au plumage chromé, trônait, normalement, dans leur laboratoire, chez Texon. Ellie ne l'avait pas remarqué. Il y a un peu plus d'une semaine, lorsqu'elle s'était coulée dans la pièce pour observer son père, la tête dans les mains, qui ne descendait pas dîner. Elle se souvient parfaitement de ce moment. Trop impressionnée par la lourdeur de l'atmosphère, elle n'avait pas osé parler et était restée plantée là, à le regarder parcourir des documents d'un air hagard. D'un seul coup, il avait relevé la tête et balayé du revers de son bras tout le contenu de son bureau. Alors qu'il frappait du poing contre le meuble vide, il avait vu sa fille et avait suspendu son mouvement dans l'air. Dans ses yeux, elle avait lu une immense lassitude, de la tristesse et... Elle en était presque sûre maintenant, de la culpabilité. Son père savait ce qui allait se passer. C'est une certitude. Il y avait une minute à peine, Ellie n'aurait pas pu le formuler à haute voix, mais à présent elle en était convaincue. Il savait, mais ne les avait pas prévenus. Ce n'était donc pas un geste accompli sous l'effet d'une crise de démence.
Mais cela n'excluait toujours pas leur sale théorie de la maladie mentale. Wajdi s'y attendait-il? Était-ce pour cette raison qu'il n'était pas venu à l'enterrement? Sur la fin, les deux amis se disputaient beaucoup, mais il semble impossible qu'ils se soient brouillés pour de bon. Ellie a pris le condor mécanique pour le poser juste devant elle. Il pèse étonnamment peu comparé à sa taille et à son apparente robustesse. Pourquoi Wajdi avait-il choisi un matériau si dense et daté alors qu'il aurait pu façonner une silhouette plus élégante avec du synthétique? Ellie n'avait jamais compris. Jusque-là, elle avait toujours mis ça sur le compte d'une blague partagée seulement entre son père et l'informaticien. Comment allume-t-on cet oiseau déjà? Impossible de s'en souvenir. Les petits doigts nerveux d'Ellie tâtent le robot sur toutes ses faces. Ses ailes sont rigides, bloquées en position fermée. Les moindres détails de l'anatomie de l'oiseau ont été reproduits à l'identique. Il a même une petite crête qui surplombe le bec et le front. Elle en caresse le rebord lisse du bout des doigts, en pensant au condor, numérique cette fois. Son arrivée au milieu de la cérémonie l'avait tant soulagée qu'elle avait oublié de la questionner. Les oiseaux étaient normalement programmés pour n'avoir que des comportements naturels pour leur espèce. Voulait-il lui dire quelque chose? La pièce de métal qui forme la crête est usée. Il y a un peu de jeu. En la pinçant entre le pouce et l'index, Ellie peut la faire coulisser le long d'une rainure qui descend jusqu'au milieu du bec. Très doucement, par peur de le casser, l'adolescente déplace le morceau de métal. Arrivée à l'extrémité de l'encoche, la crête s'immobilise dans un clic. Deux petits boulons à bout rond sont sortis de chaque côté de la base du bec. Sans réfléchir, Ellie les presse. Le bec s'ouvre en grand, comme si l'oiseau voulait dépecer une proie. Il y a quelque chose dans la gorge, comme un câble. Mais l'étroitesse du conduit empêche de l'attraper. Et le bec gêne le passage des doigts. En retirant sa main, Ellie se rend compte qu'elle est moite. Son cœur bat un peu trop vite. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cet oiseau. Quelque chose qui va peut-être l'aider à trouver la raison de la mort de son père. Elle insiste. Les rebords acérés du bec lui entaillent le doigt. La porte d'entrée a claqué. Maman. Ellie a retiré sa main un peu vite et s'est coupée. Elle porte la plaie à sa bouche. Merde. Elle n'a rien préparé pour expliquer à sa mère. Généralement, parce qu'elle sait qu'elle a tendance à se laisser emporter par ses émotions, elle réfléchit en amont aux discussions compliquées. Natalia a une bien meilleure répartie. Elle trouve toujours la faille dans les excuses de sa fille. Bon, déjà, sortir d'ici en vitesse pour ne pas aggraver mon cas. Elle replace le condor à sa place. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu vas cracher le morceau. Littéralement, Coco. Sur la pointe des pieds, elle rejoint la porte et actionne la poignée au ralenti. Dans le couloir d'en haut, encore personne. C'est le moment de tenter une sortie. En 3 mouvements, elle est passée de l'autre côté de la porte et l'a refermée sans bruit, la main dans son dos. Des pas dans l'escalier. Ellie s'éloigne le plus vite possible du bureau de son père. Elle opte pour la salle de bain, qui lui évite de devoir repasser devant sa mère pour rejoindre sa chambre. Une voix l'interrompt dans sa retraite. Pas celle qu'elle attendait. T'es déjà là, toi? Oriane, la sœur aînée d'Ellie, se tient appuyée contre la rambarde, sur la dernière marche de l'escalier. La grande fille blonde, élancée, donne toujours l'impression à Ellie de poser. Elle est belle, la question ne se pose pas, et elle a hérité du charisme de leur mère. Mais il y a ce petit quelque chose en trop, d'exagéré. Elle prend son air ennuyé, comme souvent lorsqu'elle s'adresse à ses petites sœurs. Je vais aller à la salle de sport, je me choperai quelque chose à manger là-bas. Vu ce qu'il s'est passé, maman ne va pas être là à temps pour cuisiner de toute façon. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Demande Ellie. Haussement de sourcils. Oriane est de loin la plus connectée de la famille. Tu as enlevé ton helm depuis quand? On a tous reçu des alertes. Je suis rentrée plus tôt aujourd'hui, on a un cours qui a sauté. Il y a eu une attaque au palais des congrès.
Il y avait un séminaire sur un truc vaguement lié aux nouvelles branches d'activité de Texon. Apparemment, c'est revendiqué par les Quilombos. En quoi ça concerne maman? Le mec, Ludwig machin, celui qui bossait avec papa, a été personnellement pris pour cible. Ils disent que papa a été poussé au suicide. C'est bien ce que j'essaie de vous prouver, pensait Lee en sentant son estomac se contracter. Ils en ont dit plus? Est-ce qu'on sait ce qu'ils lui reprochent? Demandait Lee, tendu. Non, j'en sais pas plus. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour se faire remarquer. Je ne pense pas qu'ils en sachent plus que nous, et il n'y a rien de plus à savoir de toute façon. Hum. Je file à la salle. Fais pas de conneries, hein. Prépare un truc pour maman et Juju. Et passe cette doigt sur le visage. Ça se voit que t'as pleuré. Oriane dépasse sa sœur en frôlant. Elle a dit sa dernière phrase plus doucement, mais elle sonne tout de même comme un reproche. Depuis la mort de leur père, Oriane s'est encore durcie, alors qu'elle n'était déjà pas du genre démonstratif. Mais cette fois, elle a raison. Ce n'est pas la peine d'infliger plus de tristesse à leur mère. Une fois sa sœur partie, Ellie retourne dans le bureau de son père. Le condor n'a pas bougé, la bouche bêtement ouverte. Le câble, logé trop loin pour être sorti ou connecté à quoi que ce soit. Elle n'a pas le temps de résoudre ce problème ce soir, et de toute façon, elle ne pense pas réussir seule. Au lycée, il y a un garçon qui pourrait l'aider. Même en étant temporairement exclu, rien ne l'empêcherait d'aller le guetter. Mais Ellie n'a pas envie de devoir s'expliquer auprès de ses amis, ou pire, de croiser Isor et sa clique. Heureusement pour elle, il y a un autre endroit que ce garçon fréquente assidûment. En attendant, elle cache soigneusement l'oiseau métallique au fond d'une de ses penderies. Elle descend à la cuisine, plus sereine. Si sa mère rentre tard, l'heure de la confrontation sera forcément retardée. Elle aura le temps de se préparer une défense. Et peut-être même que, d'ici là, elle aura un argument imparable pour étayer la piste du meurtre de son père. J'ai pas pris mon marque-page. C'est la fin du chapitre 5. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à acheter ce livre. Vous avez le lien juste là. Ça vient juste de popper. www.nats-édition.com/produit/oiseau pour l'ombre des oiseaux, écrit par Léa Fitzal. Est-ce que vous voulez également les réseaux de Léa? Je peux vous faire ça. Je peux vous trouver ça. Alors. Il n'est pas tout léger. Alors. Donc. Je vais vous trouver ça. Là. Donc, sa page pro sur Facebook. Crotte, je voulais copier, j'ai ouvert dans un nouvel onglet. Sa page pro Facebook est celle-ci. Et Twitter. Je ne suis pas allée voir ailleurs, donc je ne saurais pas vous dire mieux. Sur Twitter, c'est moins évident de la retrouver. Hop, search Twitter, c'est ici. Hop là. Sur Twitter, c'est ce lien-ci. Est-ce que ça vous a plu pour l'instant? Moi, j'ai dévoré. Je dois être honnête, j'ai pas souvent l'occasion de lire un livre écrit avec une telle qualité d'écriture. Rien que pour ça, si je pouvais, je passerais la journée entière à lire ce livre. Et très probablement que je prendrais plaisir à le relire. On sent également un amour pour les oiseaux à la façon dont elle en
parle, dont elle décrit les émotions aussi qu'on peut ressentir à la vue de telle ou telle chose d'un oiseau, tous les détails qu'elle donne. Je pense que son amie n'y est pas étrangère, mais ça j'en discuterai avec elle. Ouais, franchement, c'est un plaisir et ce petit côté lutte écologiste me plaît beaucoup, étant écolo moi-même. Donc ouais, j'avoue, là, il y a tout qui me plaît. Euh, tout, c'est parfait. J'ai hâte de lire la suite. Sans vous, malheureusement, mais je vous fais confiance. Si vous voulez vraiment la suite, vous irez trouver le lien. www.nats-edition.com/produit/oiseau. Ah ouais, vraiment. Vraiment, ces 5 premiers chapitres là, j'ai adoré. Hein. J'ai bien envie de continuer moi-même après le live. Tout dépend de ce qu'on va faire après. Mais j'en ai très très envie. Je voudrais ne pas m'arrêter là. D'ailleurs, ça m'embête de m'arrêter là. Comme quoi, ça m'a plu. Demain, ce sera la lecture des 5 premiers chapitres du tome 2 des Princesses éléments de Sarah Tulip, cette fois. Euh, J'espère que vous passerez un aussi bon moment ce soir que vous avez pu en avoir un. Non, pardon, que vous passerez un aussi bon moment demain soir que vous avez pu en avoir un ce soir ou que vous avez pu en avoir sur les Chevaliers d'Émeraude. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis du coup à demain. Pas de stream demain après-midi, seulement demain soir. Le stream de jeu est reporté à vendredi. Puisque je suis indisponible demain après-midi. Voilà. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Gardez un peu de love pour vous. Et à demain. Pensez bien aux beaux oiseaux. Bonne nuit et à tout de suite chez Cine.